Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle mise en lumière donc pour le salon du bien-être et découverte de Puy-Lagarde qui va se dérouler le 31 août et le 1er septembre 2024 du coup. Je remercie également la mairie de Puy-Lagarde qui nous soutiennent dans l'organisation de ce premier événement. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Luna Louve, qui est maître de cérémonie chamanique, qui est verseuse d'eau et également astrologue. Coucou Luna Louve, comment tu vas? Bonjour, bonjour, très bien, merci. Je suis ravie de te compter parmi nous, du coup, pour le salon du bien-être et découverte, là, qui va se dérouler à Puy-Lagarde. Merci d'être à nos côtés. Ce que je te propose de faire, c'est, dans un premier temps, de pouvoir te présenter, savoir un petit peu plus qui tu es et également ce que tu es aussi. C'est vraiment ça. Hmm. Alors moi, je suis verseuse d'eau. Je pratique les huttes à sudation qu'on appelle INIPI depuis une vingtaine d'années. Donc ça a été une initiation de 7 ans. L'INIPI, ça ressemble un petit peu à un hammam. Et en fait, c'est une cérémonie dans laquelle on entre dans le ventre de la terre-mère pour une renaissance. On se trouve confronté aux quatre éléments, le feu, l'air, la terre et l'eau. Donc, on fait chauffer un certain nombre de pierres et puis ensuite, on les rentre dans la hutte où nous sommes tous et je verse l'eau, d'où le nom verseuse d'eau. Voilà. C'est un chemin qui correspond à la voie rouge. C'est la base pratiquement de toutes les cérémonies des Amérindiens Sioux, particulièrement les Lakota en ce qui me concerne. Il y a plusieurs rituels, le premier étant donc la hutte-à-sudation, mais il y a aussi la quête de vision et la danse du soleil, qui sont les trois plus grandes cérémonies des Amérindiens. Je propose ça tous les mois au moment de la pleine lune parce que c'est une belle date pour se retrouver et célébrer la vie. Et en fait, la hutte, c'est un petit peu comme un temple, comme je n'ai pas envie de dire église, mais c'est un peu ça aussi, où on vient prier, remercier, éventuellement se débarrasser de ce qui peut nous encombrer dans la vie, et où on est un certain nombre dans le partage et la bienveillance. Voilà. Génial. Du coup, tu nous parles de hutte de sudation. En fait, la hutte de sudation, pourquoi, enfin, à quoi ça sert en fait? Pourquoi les gens viennent à toi justement pour participer à ces huttes de sudation? Ben, c'est un rituel de purification qui se passe sur les quatre plans, le plan physique, le plan mental, émotionnel et spirituel. Après, on peut y mettre plein de choses autres. Ça dépend après de la vision des chamans ou des hommes médecine qui nous ont transmis ça. C'est vraiment un moyen de se reconnecter à son moi essentiel, à son soi, et de se retrouver vraiment dans une espèce d'intimité où effectivement le mental n'a plus sa place et où on peut venir directement au cœur de notre essentiel. Et comme c'est une cérémonie de partage, il y a des temps de silence, il y a des temps de chant sacré, il y a des temps de parole aussi. Ça permet aux gens d'exprimer certaines choses et quand certaines personnes osent dire certaines choses, ça permet à son voisin de se dire, oh, je suis pas tout seul dans ce cas-là, et puis de pouvoir aussi lâcher des choses. Et puis, voilà, ça nous profondeur. Donc, on ressort comme une nouvelle naissance, effectivement. C'est génial. Du coup, dans les huttes de sudation, est-ce qu'il y a vraiment des passages, tu vois, comme des portes, tu vois, des paliers à franchir, comment ça se passe? Oui, il y a toujours des paliers. La première porte, en général, est forcément la plus douce, puisqu'il y a un certain nombre de pierres, mais pas énormément. On commence toujours un petit peu en douceur. La première porte, souvent, on chante des chants qui sont des chants d'esprit, des chants pour remercier la terre-mère, des chants pour saluer les directions aussi, parce que c'est très important chez les Amérindiens, et je pense dans toutes les traditions d'ailleurs.
Et puis, effectivement, ça dure un certain temps. Ensuite, on ouvre la porte parce que dans la hutte, on est dans le noir, donc dans le noir, dans le chaud, dans l'humide, comme dans le ventre de la mer, en fait. Et donc, au bout d'un certain temps, on réouvre la porte, ce qui permet d'avoir un petit peu d'air frais et on refait rentrer des pierres. Donc, il y a effectivement de plus en plus de pierres. On peut imaginer que la température monte au fur et à mesure, mais c'est pas toujours régulier. Parfois, ça peut monter très fort d'un coup, puis redescendre, puis remonter pour redescendre. Des fois, ça monte tout le temps. Des fois, ça monte très fort et puis ça redescend tranquillou. Ça, c'est pas quelque chose que je maîtrise puisque c'est les esprits qui décident à quel moment il va falloir que ça chauffe pour que les gens lâchent ce qu'ils ont à lâcher. D'accord. Donc, plus c'est chaud et plus, en fait, ça aide les gens à lâcher ce dont ils ont besoin, en fait. Absolument. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est vrai aussi que si on reste dans le mental, c'est une cérémonie où on se dit, oh là là, je vais mourir. Mais en fait, c'est juste le mental qui dit ça. Voilà, après, il y a des techniques pour se protéger de la chaleur. On s'allonge sur la terre qui est toujours fraîche. Donc, on a toujours la terre-mère, en fait, qui est là en soutien. Et donc, c'est juste notre mental. Et à un moment donné, ben, les éléments vont être plus forts que le mental, ce qui va permettre aussi par les tambours et le chant, que le mental, à un moment, lâche. Et quand le mental lâche, tout devient possible. Oh, génial! Je pense que ça fait du bien, en fait, ça ferait du bien à beaucoup de monde, justement, de pouvoir, en fait, voilà, lâcher le mental de façon à vraiment retrouver son être intérieur pour pouvoir bah, être mieux guidé par son intuition. Ben oui, c'est ça. On dit souvent que le chemin le plus long, c'est entre la tête et le cœur. Hein, ces 20 petits centimètres-là sont extrêmement durs à parcourir. Et puis même quand on est dans le cœur, la vie nous fait remonter dans notre mental. Et la hutte, pour moi, est un excellent outil pour vraiment permettre de descendre dans le cœur et y rester le temps de la cérémonie et ça travaille encore souvent les jours qui suivent. Voilà, Mmh. après, je suis toujours, quand il y a des nouveaux, ils sont toujours pas très loin de moi, pas forcément aux places les plus chaudes parce que la chaleur n'est pas égale partout. Et puis, je reste toujours en contact avec les gens s'ils ont besoin d'échanger par rapport à leur expérience et leur vécu. Souvent, les premières fois, on a un petit peu peur parce qu'on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé. Et puis, bien souvent, quand le mental effectivement lâche, et là, on vit quelque chose d'assez exceptionnel. Oh, génial! Trop bien, une grande libération, quoi. Oui, c'est une grande liberté. Moi, ça fait 20 ans que je pratique les huttes tous les mois. C'est pour moi devenu un art de vivre et une façon de ne pas m'encombrer avec toutes les choses qui ne m'appartiennent pas, toutes les choses que la vie m'envoie parce qu'il faut que je me remette en question et où mon mental, effectivement, pour reprendre le dessus. Ben, quand il prend un peu trop le dessus, la hutte à sudation est bienvenue pour ça, entre Ouais, autres. génial. C'est pour ça que tu en fais tous les mois, justement pour permettre aux gens d'accéder à cet état de bien-être et de connexion profonde C'est avec ça. soi-même. Voilà, c'est ça. Alors après, c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent tous les mois parce que ça a été une vraie découverte et que c'est vraiment quelque chose qui leur parle. Il y a des gens qui viennent au changement de saison parce que bah, c'est une occasion de faire le nettoyage avant la saison. Donc c'est très aléatoire. On peut venir juste faire une découverte et faire une fois par an. Et puis certaines ne reviennent jamais parce que j'entends bien que ça puisse ne pas convenir à tout le monde. Voilà. Après, c'est vrai qu'avant de rentrer dans une hutte à sudation, je demande toujours aux personnes aussi si elles ont des problèmes de santé particuliers, parce qu'il y a quand même quelques cas où ça n'est pas recommandé. Dans quel cas c'est pas recommandé les huiles de Ben, salicylique? par exemple, quand on est appareillé au niveau du cœur, quand on a un pacemaker, par exemple, là, c'est fortement déconseillé. Si on a des gros problèmes de circulation sanguine, mais il faut vraiment que ce soit des gros problèmes. Après, il y a des gens qui font de la tachycardie, moi la première. Il y a des moyens d'apaiser ça et de pouvoir quand même rentrer dans la... C'est Mm. vraiment, moi j'ai envie de dire, si les gens ont des doutes, il faut demander déjà à son médecin s'ils peuvent pratiquer le hammam. Si le médecin dit OK pour le hammam, c'est OK pour la hutte. Voilà. Après, le processus se fait en 4 étapes, mais souvent les premières fois, les gens ils font qu'une porte ou 2 portes, et puis ça suffit. Et c'est très bien. Le processus, ça fait ce qu'il avait à faire.
Et puis, il n'y a pas de jugement à poser, à dire, ah, moi j'ai fait les 4 portes, je suis meilleure que toi. Pas du tout, ça n'a rien à voir. D'accord. Donc, du coup, dans la hutte de sudation, il y a 4 portes où on est invité à aller finalement découvrir, quoi. Voilà, aller toujours un petit peu plus loin, lâcher un peu nos résistances. Et puis, voilà, c'est quand même avant tout aussi un lieu de prière. Donc, c'est un lieu où on peut aussi remercier les esprits d'avoir œuvré pour ce qu'on souhaitait. C'est un lieu où on peut remercier et puis demander, hein, c'est un lien direct avec le Créateur, on l'appelle comme on veut, en fonction de nos croyances. Moi, j'ai envie de dire le grand tout, le grand mystère. Ah, c'est le grand mystère. C'est le grand D'accord. mystère, oui. Ah, trop bien. Et Et ce donc, que du j'aime, coup, pardon, ce que j'aime dans la hutte aussi, c'est que justement, ça accueille toutes les traditions, c'est-à-dire qu'on peut être bouddhiste, chrétien, musulman, athée, animiste, tout se rejoint parce que finalement, ce qui se passe dans la hutte, c'est être en lien avec les 4 éléments, être en lien avec, quand on les connaît, nos animaux de pouvoir ou nos guides spirituels. Euh, et puis, bah, c'est chanter des chants sacrés avec le tambour. Et ça nous emmène, en fait, dans des états de conscience un petit peu modifiés et où on peut avoir une compréhension plus globale de pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on est venu faire sur cette jolie planète. super. Et pour les personnes qui auraient un peu peur, tu vois, de venir participer à la hutte de sudation, qu'est-ce que tu pourrais leur transmettre comme message? Bah, je pourrais leur transmettre que la meilleure façon, c'est de venir essayer, d'aller un petit peu au-delà de cette peur-là, que de toute façon, s'ils ont vraiment peur, ils seront assis à côté de moi dans la hutte. Donc, il n'y a pas de souci. Je veillerai particulièrement sur eux. Je veille toujours un peu plus sur les nouveaux que sur ceux qui ont l'habitude, même si c'est vrai que je veille sur tout le monde pour que tout le monde soit bien. Et que ben, si à un moment c'est trop, il suffit de le dire, on ouvre la porte et la personne peut sortir et c'est OK. Voilà. Mm. Et c'est pas parce que la personne, au bout de 5 minutes, me dit ah, je peux plus, il faut sortir, que c'est un échec. C'est déjà un premier pas d'être venu. Des fois, il faut plusieurs cérémonies pour se dire ah, ben, finalement, si je peux aller jusqu'au bout. Et j'ai eu des personnes qui, une première fois, ne faisaient qu'une porte et la fois d'après faisaient les 4 portes en disant waouh, j'aurais jamais cru que je pourrais y arriver. Eh ben si. Ah, génial. Et ça dure combien de temps une hutte de sudation à peu Alors, près? ça dépend un peu du nombre de personnes, parce qu'en fonction du nombre de personnes, mais plus il y a de monde, plus le temps de parole va être long. En général, quand même, ce qu'il faut savoir, c'est que le temps de parole, c'est souvent quand la porte est ouverte, donc ce n'est pas les moments les plus chauds. Mais en moyenne, je dirais qu'une hutte dure entre 2 et 3 heures, en sachant que la cérémonie s'étale sur la journée parce qu'il y a une façon particulière de préparer le feu. Nous préparons le feu ensemble, on bénit le feu pour appeler l'esprit du feu, avoir la protection autour de la cérémonie. Il faut le temps que les pierres chauffent, donc il y a pour 1 heure et demie de cuisson à peu près. Donc c'est un temps où on partage, où on échange, on fait un cercle de parole, parfois on chante un peu, parfois on fait des sachets de prière. Et puis, c'est aussi un moment de questions-réponses où on échange entre les plus anciens avec les nouveaux qui partagent leur expérience. Et puis après, il y a les 2 heures de hutte. Et ensuite, une fois que la hutte est terminée, on fume ce qu'on appelle la chanupa, c'est la pipe sacrée. C'est un des premiers rituels des Amérindiens. Ils disent d'ailleurs que c'est le téléphone direct avec le Grand Esprit. Donc, ça vient renforcer nos prières, nos demandes. Et puis après, on fait auberge espagnole et on finit la journée dans la joie, les 3 quarts du temps. Voilà. J'adore. Et tu prends combien de participants à chaque hutte de sudation? Le maximum est 20 personnes dans la hutte. Ah oui, Ma quand hutte même. est, ouais, ma hutte est assez grande, donc je peux accueillir une vingtaine de personnes. Oh, génial. Mais si j'en accueille 7, c'est bien aussi. D'accord. Tu nous parlais des tambours chamaniques. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qu'est le tambour chamanique? Alors, le tambour chamanique, on y met plein de choses hein, derrière le tambour chamanique.
Le tambour, pour moi, c'est un allié au même titre qu'un animal totem, au même titre qu'un guide spirituel, et particulièrement dans la hutte. D'abord parce que, ne serait-ce qu'en jouant du tambour, on rentre effectivement dans un rythme, et puis avec les chants sacrés, ben, c'est ce qui permet au mental de se poser. Donc, souvent, soit les gens ont un tambour et c'est très bien, soit ils n'en ont pas et je peux en prêter. Je prête aussi parfois des hochets parce que j'ai pas 25 tambours d'avance non plus. Et puis, bah, j'organise pour ceux qui ont envie, soit des ateliers pour qu'ils viennent fabriquer leurs propres tambours, soit je fais des tambours à la demande. Voilà, des gens ont entendu parler de moi, ils me disent, bah, moi, j'aimerais bien un tambour pour ci, pour ça. Donc, on discute avec la personne pour savoir quelle peau, le cadre qu'elle souhaite, quelle essence de bois, et puis à quoi va être destiné le tambour. Ça peut être un tambour de soin, ça peut être un tambour de hutte, ça peut être un tambour juste pour se faire plaisir aussi, pour se mettre en lien avec ses guides. Ça dépend, c'est particulier. Quand tu fabriques les tambours chamaniques, en fait, tu utilises quelle matière? Alors, moi, j'ai plusieurs cadres en bois, donc ça dépend un peu de ce qu'il y a, mais essentiellement, ce qu'on me demande le plus souvent, c'est le châtaignier. C'est un bois qui est quand même assez léger, ce qui est pas mal, parce que si on joue du tambour pendant 1 heure, quand c'est un bois de chêne, c'est beaucoup plus lourd qu'un bois de châtaignier. Donc châtaignier, chêne, cèdre, frêne, ça dépend un petit peu en fonction de ce que j'ai en stock et de ce que me fabrique la personne qui me fait les cadres, qui les fabrique. Il n'y en a pas un pareil en fait. Et puis la peau, ça dépend aussi de l'utilisation et éventuellement du lien qu'on peut avoir. C'est vrai que pour faire un tambour de hutte, il vaut mieux soit du bison, soit du cheval, parce que ce sont des peaux qui sont épaisses et qui vont résister à la chaleur et l'humidité. Si vous prenez un tambour en chèvre dans la hutte, il y a de très fortes chances qu'au bout d'une porte, il fasse flop, 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 parce qu'il se détend dans l'humidité. Voilà. Après, moi, je travaille beaucoup le cerf, le cheval. Ce sont vraiment les deux peaux que j'apprécie particulièrement. Et puis, j'ai découvert récemment la chèvre de Côte d'Ivoire. Et là, j'ai été bluffée parce que c'est un son extrêmement étonnant pour une chèvre. Voilà. Mais après, j'ai fait des tambours andins, en bison, en biche parfois. Euh, voilà. Génial. Et du coup, les pots, tu les trouves où? Je me les procure dans des tanneries. Il y a une tannerie du côté du Puy-en-Velay qui travaille à l'ancienne et qui est vraiment dans une démarche de qualité et de respect de l'animal. Et pour moi, ça, c'est important. Après, je sais très bien que, par exemple, les cerfs, souvent, ben, c'est des produits de la chasse. Mais donc, effectivement, l'animal peut peut-être être en souffrance et j'entends les gens qui le disent. Pour moi, faire un tambour avec une peau de cerf, c'est honorer le cerf et lui redonner vie autrement. Hmm. Et donc, quand tu fais un tambour chamanique, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, en fait, comment ça se passe? C'est quoi le déroulé de... Alors, bien souvent, quand je le fais pour une personne, mais en atelier, c'est pareil, ben, on fait une petite méditation, on se prend un petit temps pour se mettre en lien avec l'animal dont on a choisi la peau. On prend un temps aussi avec l'arbre qui a donné son bois pour faire le cadre. Et puis ben, après, on commence le travail. Et bien souvent, quand on en est à la phase de tissage, c'est-à-dire qu'une fois que la peau est déjà placée sur le tambour et qu'on commence à tisser derrière pour bien le tendre, c'est là que les informations, en tout cas moi, c'est souvent là que les informations descendent et que si c'est une commande personnelle, par exemple, j'ai des mots qui viennent ou des images qui viennent qui pour moi n'ont pas forcément de sens, où je me dis, tiens, pourquoi pas? Donc, je note ça, je le transmets à la personne, et à chaque fois, la personne me dit, mais c'est exactement ça, c'est ça que je dois travailler. Donc, voilà. Donc, des fois, c'est effectivement, il peut y avoir, si je travaille avec le cerf, la présence du cerf est particulièrement là, mais il peut y avoir aussi d'autres alliés qui se présentent parce que pour cette personne-là,
Le cerf est peut-être un animal qui lui parle, mais peut-être que son allié, je sais pas moi, ça, c'est un petit oiseau et on va pas faire un tambour en peau d'oiseau. C'est pas possible. Enfin, pas que je sache. Et donc, du coup, ben, l'oiseau peut venir, le petit ou gros, peu importe, hein, peut s'inviter à un moment au moment de la fabrication et dans ce cas-là, ben, je transmets à la personne en disant ben, j'ai eu la visite d'un faucon et puis la personne me dit ah ben oui, justement, c'est mon allié. Eh ben, très bien, il est là. Donc, chaque fois qu'elle va jouer du tambour, ben, le faucon va être là, le cerf va être là, l'arbre va être là. Et ça peut être des soutiens dans la vie de tous les jours, comme dans les cérémonies ou dans les soins si les personnes veulent faire du soin avec. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus du chamanisme? Qu'est-ce que c'est que le chamanisme? Ah, c'est très, très vague, hein, le chamanisme, c'est immense. Et puis, il y a plein de traditions différentes dans le chamanisme. Moi, je peux parler que de ce que je sais faire. C'est vrai que bon, j'ai essentiellement marché sur cette voie rouge avec les hutations, les quêtes de vision, la danse, mais en parallèle, j'ai été formée aussi par Willem. J'ai appris à voyager, faire des voyages chamaniques, à aller à la rencontre de mes alliés. J'ai appris à faire du soin. Après, on peut être passeur d'âme, ce qui n'est absolument pas mon cas, mais il y a d'autres gens qui savent très bien le faire. On peut faire du recouvrement d'âme, ça, j'ai des alliés qui travaillent très bien ça. On peut faire du soin, ça, c'est c'est infini en fait le chamanisme. Pour moi, l'essentiel du chamanisme, c'est les intentions qu'on va poser et c'est d'être dans son cœur. Voilà. La base, c'est je suis dans mon cœur et je pose l'intention, je fais ça. Où il est le sens, voilà, et à quoi ça va servir et en quoi je vais servir l'autre. Pour moi, le chamanisme, c'est ça. C'est aussi Ah, évidemment voyager dans les mondes dits non ordinaires, monde d'en haut, monde d'en bas, monde du milieu, monde des rêves, monde de l'au-delà, autant de mondes que de possibles. mm. Et est-ce que tout le monde peut devenir chaman? C'est une bonne question, j'en sais rien. Je sais pas. Je pense que c'est quelque chose qui nous appelle, que c'est pas quelque chose que l'on décide. On décide pas un matin, tiens, je vais être chaman. Non. Moi, ça fait 20 ans que je chemine sur cette voie. Je ne me considère pas comme une chamane. J'ai des pratiques chamaniques, je sais faire certaines choses. J'ai surtout des alliés, en fait, qui font le travail. Mm. Moi, je ne suis qu'un canal, en fait. Et effectivement, il y a beaucoup de gens, ils ont fait une hutte, ça y est, ils sont chamans, ils ont fait 3 stages, ils sont chamans. Oui, pourquoi pas? Moi, j'ai un petit peu de mal avec ça. Je crois que ce qui est important, surtout, c'est de faire avec son cœur. Non, je suis pas sûre que tout le monde puisse être chaman, en fait. Mais on a tous des dons et être chaman, c'est pas une fin en soi. Il y a des gens qui sont d'excellents guérisseurs sans être chaman. Il y a des gens qui sont d'excellents thérapeutes sans être chaman. Et c'est très bien. C'est ça, exactement. On est tous prédestinés à quelque chose et du coup, il faut juste retrouver sa voie et l'écouter, la suivre. Parce que, comme tu dis, en fait, tu vois, le thérapeute, il peut utiliser les outils chamaniques sans être forcément chaman. Hein. Les astrologues, d'ailleurs, on va revenir après sur l'astrologie. Les astrologues, c'est pareil, ils peuvent utiliser beaucoup d'outils qu'utilise le chamanisme sans pour autant être chaman, parce que on en a discuté d'ailleurs hein, Oui, de ce que c'est chaman. Chaman, c'est quelque chose qui est, enfin voilà, c'est quand même, voilà, on est sur un niveau de pratique, de conscience énergétique, etc., qui est hyper complet, quoi. Hein, oui, tout à voilà, fait. ouais, c'est un chemin. Voilà, c'est C'est un un chemin. chemin et je crois que c'est le chemin d'une vie, voire plusieurs. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et comme on se disait, en fait, on s'octroie pas d'être chaman. C'est Non. vraiment les gens qui nous reconnaissent, en fait. Voilà, moi je suis sur le chemin et je trouve que c'est un beau chemin. Ouais. Pas facile, mais beau chemin. Mm. Mm. Super. Donc, du coup, on a parlé un petit peu là d'astrologie, les astrologues, en fait, qui utilisaient les outils chamaniques. Et tu disais donc que tu faisais aussi du diapason astrologique, c'est ça? Hein? Ouais.
Alors, ça fait 30 ans que je pratique l'astrologie. Alors, je mets tout de suite un bémol là-dessus, c'est-à-dire que je ne fais pas de prévision. Pour moi, l'astrologie, c'est un outil de connaissance de soi et ça nous permet de savoir où est-ce qu'on en est dans notre propre vie et dans les grands cycles de vie. Les cycles de vie au niveau humain, mais aussi les cycles de civilisation, parce qu'on est toujours pris dans des cycles plus grands que nous. Mm. Donc pour moi, c'est vraiment un outil de connaissance de soi. Et j'ai découvert qu'il existait des diapasons planétaires. Et donc là, ça a été une grande découverte pour moi. Et donc, j'ai commencé à travailler avec ça. J'ai de très bons résultats. Je les ai présentés au dernier salon où j'étais et les gens ont beaucoup aimé. Donc, je propose des soins aussi avec les diapasons planétaires, mais je propose aussi des consultations de thème natal actualisées avec où est-ce qu'en sont les gens. De toute façon, quand les gens viennent me voir en astrologie, ils sont toujours à un passage de vie. Sinon, on ne se pose pas la question, ça roule, on y va. Si on vient voir un astrologue, c'est qu'à un moment, on a une problématique et on la retrouve toujours, la problématique, parce que c'est une histoire de cycle. Et Mm. donc, c'est vrai que l'astrologie aussi est un outil dont je me sers pour accompagner les gens, par exemple, qui, sur le chemin de la hutte, décident de partir en quête de vision. Donc, ils vont partir 4 jours, 4 nuits dans la nature, tout seul, sans manger, sans boire. Donc, ça ne s'improvise pas. Et donc, il y a 6 mois de préparation. Et pendant ces 6 mois de préparation, je suis souvent amenée à utiliser l'astrologie pour les aider à réaliser leur quête dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Mm. Génial. Et du coup, en fait, tu organises aussi, tu accompagnes les quêtes de vision. Oui, j'accompagne les quêtes de vision. Je propose un camp une fois par an. Donc, les gens qui veulent partir en quête, en général, font leur demande en octobre-novembre, puisqu'on fait la quête en général fin mai. Et donc, bah, ils viennent aux huttes tous les mois et on a en plus un petit rendez-vous mensuel où on fait le point par rapport à leurs intentions, pourquoi ils partent en quête, qu'est-ce qu'ils cherchent, et puis on adapte au fur et à mesure du temps qui passe et des choses qui arrivent dans leur vie pour que bah, ce moment de quête soit un moment vraiment. Les Amérindiens, ils disent que c'était un temps où on pleurait pour une vision, en fait. Donc, en fait, c'est un temps où on va être seul face à soi-même, où on prie pour recevoir notre vision. Pourquoi on est là? Mm. Voilà. D'accord. Donc, pendant 4 jours, 4 nuits, on est tout seul, Ouais, au milieu de nulle part. ouais. On boit pas, on mange pas, tout va bien, Non, quoi. voilà. Bon, je vais quand même apporter des petits bémols, c'est-à-dire qu'au bout de 2 jours, je fais une petite visite quand même à la personne qui est partie en quête pour voir si tout va bien. Je lui amène quand même un petit peu d'eau. Voilà. La personne qui part en quête, bien souvent, alors quand les personnes partent en quête, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un camp. Et sur ce camp-là, on est un certain nombre de personnes, dont moi, qui les accompagne. Et en fait, on fait des huttes tous les jours. On prie, on mange et on boit pour les quêteurs. Les quêteurs, ils ont choisi 2 personnes avec qui ils sont un peu plus en lien que d'autres, qui vont être un vrai soutien et dans la préparation et pendant le temps de quête. C'est-à-dire que moi, j'ai vu, par exemple, des gens se mettre à fumer, qui ne fumaient pas du tout, hein, parce que leur quêteur, il était en manque de cigarettes. Et donc, tout d'un coup, le helper, il se met à cloper et il dit, je ne comprends pas pourquoi je fume. Et en fait, c'est parce que la personne qui est en quête a envie de fumer ou quelqu'un va se retrouver à manger quelque chose qu'il ne mange jamais d'habitude. Mais là, tout d'un coup, il va avoir une fringale, je veux dire n'importe quoi, une fringale de pommes, parce que en fait, le quêteur qui l'accompagne, il a envie d'une pomme à ce moment-là. Et les nouveaux, je ne les emmène pas en quête la première année, hein, en général, et je leur dis, bah, venez peut-être participer à un camp de quête pour voir comment ça se passe. Et ça peut vous rassurer parce que vous allez voir que même si les quêteurs, ils sont dans la nature, ils sont pas complètement tout seuls. On est là et tous les jours, on va se promener dans la nature de façon à ce qu'ils ne nous voient pas pour pas déranger le processus, mais on va jouer du tambour et on va leur chanter des chants pour être en lien avec eux.
Oh, génial. Et les quêteurs, est-ce que eux aussi, ils ont besoin, enfin, ils ont leur tambour ou pas Oui, du tout? oui. Ah, La seule chose qu'ils ont le droit de prendre, ils partent avec leur tambour, une chanoupa pour prier, donc la pipe sacrée, et puis effectivement un matelas pour pouvoir dormir, un duvet, une bâche pour s'abriter s'il pleut. Et l'idée, c'est de ne pas partir en tente, parce que c'est pas du camping, c'est vraiment se retrouver en lien avec les éléments de la nature. Et puis après, ben, il y a, il y a, il y a des choses qui sont posées au départ, mais on peut adapter. Il y a des gens pour qui ça va être terrible de passer une nuit dehors. Bon, donc on peut toujours essayer d'adapter en fonction de là où on est chacun, quoi. Voilà. Ça m'est eu arrivé d'accompagner des personnes anorexiques. Bon, les personnes anorexiques, elles avaient le droit d'emmener une pomme pour avoir au moins une pomme par jour, par exemple. Une personne qui s'était faite opérer de calcul de rein, peut-être 2 mois avant son enquête, ben, elle est partie avec de l'eau. Parce que là, c'était indispensable. Donc, on tient compte aussi de l'état physique de la personne de façon à ne pas mettre la personne en danger. hmm. Voilà, c'est aller un petit peu au-delà de nos limites, mais il n'est pas question de se mettre en danger. Et j'imagine que même pendant la quête, le quêteur peut arrêter à tout moment si vraiment. Absolument, Ouais. absolument. Voilà, de toute façon, tous ces engagements qui sont pris, c'est de soi à soi, hein. On décide de partir en quête. Bon, ben, si au bout de 2 jours, c'est insoutenable et c'est pas tenable, c'est pas la peine de se rendre malade, quoi. On revient sur le camp et puis je m'occupe de la personne et puis il y a peut-être moyen de finir la quête autrement ou peut-être des fois juste de parler un petit peu, ben, la personne se dit, ah, ben, finalement, je vais y retourner, je vais finir. C'est arrivé et c'est OK. Le Génial. pire juge, c'est soi-même, hein. Moi, je ne suis pas là pour juger les gens, je suis là pour les accompagner. Chacun arrive là où il en est avec son histoire et il n'y a pas de jugement à poser là-dessus. Hmm. Et du coup, tout le monde peut faire les quêtes de vision également, quoi. Oui, a priori, oui. Pour l'instant, les seules fois où j'ai pu dire non, c'est parce que je sentais que la personne n'était pas encore forcément prête et qu'il fallait peut-être attendre encore un petit peu ou passer certains caps pour que effectivement elle puisse partir en quête. Voilà, après on adapte toujours aux gens qu'on a là. C'est comme quand on fait un soin, on a des protocoles pour les soins et puis en fonction de la personne, on va adapter notre protocole parce que cette personne-là est différente de la voisine et que bah, c'est jamais pareil. C'est Hmm. bien pour ça que j'aime bien ça, c'est jamais pareil. C'est ça, exactement. Et du coup, alors, on va te retrouver sur le salon du bien-être et de découverte depuis la garde. Qu'est-ce que tu vas nous proposer sur ce salon alors? Alors, sur ce salon, je vais vous proposer des tambours et des hochets. Je vais exposer mes tambours et mes hochets qui seront en vente. Si les gens veulent fabriquer leurs tambours, ben, il suffit de prendre rendez-vous avec moi et puis on en discute et on voit ce qui est possible. Et puis, je vais proposer aussi les diapasons planétaires. Je vais faire un petit peu écouter ça aux gens en fonction de leur signe astral. Bon, je ne pourrais pas faire un protocole complet en salon parce que c'est un petit peu compliqué et ça ne s'improvise pas. Mais par exemple, si j'ai une personne qui est du signe de la Vierge, je vais lui faire écouter l'énergie, le son de la planète Mercure, parce que c'est Mercure qui régit la Vierge, mais comme il y a 3 maîtrises, je lui en ferai écouter plusieurs. Et ceux et celles qui veulent venir te rencontrer avant le salon du bien-être et découverte depuis la garde, où est-ce qu'ils peuvent venir te voir, te rejoindre? Alors, j'ai un site sur Internet où on peut me contacter très facilement. Le site, c'est lunalouvre.com. Sinon, ben, je suis à Saint-Péronis, à côté de la Capelle Livron, à côté de Parisot. Et puis, bah, soit ils savent où j'habite et ils peuvent venir me voir directement, au risque de se casser le nez. Sinon, voilà, par le biais de mon site, effectivement, on peut prendre contact avec moi très facilement. Il y a un onglet contact et en général, je réponds dans la journée, voire dans les 48 heures au plus tard. Ou par téléphone aussi, sans souci. Ok. Est-ce qu'ils peuvent te retrouver aussi sur les réseaux sociaux?
Oui, 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 bien sûr, je suis sur Facebook, donc la page c'est Luna Louve. Je suis sur Insta aussi, pas beaucoup, parce que là, je suis un peu dinosaure par rapport à Insta, je sais pas très bien m'en servir. Voilà, ouais, c'est tout. J'ai une petite chaîne YouTube, mais il y a 3 fois rien, donc bon, j'en parle pas vraiment. Voilà, D'accord. essentiellement sur Facebook, ouais. Ok. De toute façon, moi, je vais mettre tous les liens de Luna Louve donc en barre de description. Donc, vous pourrez retrouver tout ça directement en information sous la vidéo. Dis-moi, quel est le message que tu aurais envie de transmettre avant qu'on termine cette interview? J'ai envie de dire que par les temps qui courent, il me semble essentiel de cultiver la joie. Il me semble essentiel de faire des choses ensemble, parce que c'est ensemble qu'on va s'en sortir et pas en se tapant dessus. Hmm. Voilà, d'être toujours en lien avec son cœur et sa joie, parce que je pense qu'on n'est pas venu s'incarner sur cette petite planète juste pour travailler, bosser, payer des impôts, se chamailler. Je crois qu'on a une mission beaucoup plus vaste que ça, déjà celle d'être heureux. Hmm. Génial, trop bien. Merci, Luna Louve. Merci beaucoup à toi. On aura le plaisir de la retrouver donc sur le Salon du bien-être et découverte depuis la Garde qui va se dérouler le 31 août et le 1er septembre 2024, pile poil avant la rentrée pour vous offrir les énergies qui font du bien pour cette nouvelle rentrée, cette nouvelle année scolaire qui va débuter finalement dans quelques temps. Merci infiniment, Lunalou, d'avoir été là en interview avec nous, d'avoir partagé cet instant-là, d'avoir transmis également toutes les informations dont on a besoin pour découvrir ce que sont les huttes de sudation, les quêtes de vision, les diapasons astrologique et toutes les belles découvertes que tu nous as partagées aujourd'hui. Merci encore infiniment, Luna Louve. Alors, moi, je t'appelle Luna Louve et pas Luna Louve, tu vois. Moi, je suis un peu C'est en OK. anglo-saxon là. Merci à toi pour ces interviews et pour ce salon et je me réjouis de retrouver tout le monde là-bas. Merci Ah beaucoup. oui, merci beaucoup, Luna Louve. Merci à vous également, à tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette interview. Pensez à liker, partager et commenter cette vidéo. On vous retrouve sur le salon du bien-être et découverte. À très bientôt. Gros bisous, Luna Louve. Merci, gros bisous aussi, à bientôt.